tous, bienvenue pour les nouveaux JT de Benoît Média. Tout de suite les titres de l'actualité de ces dernières 24 heures. Après les nombreuses provocations de la Corée du Nord et les récentes déclarations de Donald Trump à la tribune de l'ONU, les États-Unis ont lancé un vol de bombardiers envers leur ennemi coréen, fustigeant la colère de ce dernier qui aurait procédé il y a quelques heures à une manifestation contre les États-Unis. Nous éclaircirons la situation en vous rappelant les différentes étapes historiques de ce conflit déclenché depuis la guerre froide. Nous reviendrons également en France pour parler du nouveau cap d'Emmanuel Macron qui tente de changer sa communication après les nombreuses critiques et sa baisse de popularité. Nous évoquerons les nouvelles mesures qu'il a déjà enclenchées pour sa rentrée. Ensuite, vous êtes-vous déjà demandé ce qu'était une ordonnance ? Nous tenterons de vous l'expliquer en accueillant sur notre plateau Manuel Aymar, chercheur en politique à Sciences Po. Enfin, nous vous parlerons pour notre instant divertissement de la taxe imposée à YouTube et à Netflix, votée en décembre 2016 et mise en vigueur jeudi. Pour ce faire, nous aurons le plaisir de recevoir sur notre plateau Virginie Sellier, journaliste chez Gala et responsable culture et découverte chez Benoît Média. Qu'est-il passé par la tête de Kim Jong-un ? En effet, après les nombreuses provocations de la Corée du Nord et la riposte de Donald Trump à l'ONU, les Coréens ont organisé une grande manifestation anti-Trump en soutien au leader de Corée, réunissant des dizaines de milliers d'habitants. Mais d'où vient cette tension très forte entre les États-Unis et la Corée du Nord ? Pour la comprendre, il faut revenir en 1945, après la capitulation japonaise, qui occupait la péninsule coréenne depuis 1910. En effet, cette péninsule devint un terrain d'affrontement de la guerre froide opposant les États-Unis et l'URSS. Les Américains installèrent un gouvernement militaire à Séoul et les deux Corées furent ainsi séparées par le 38e parallèle. La Corée du Nord s'officialisa le 19 juillet 1948, mais refusa d'organiser des élections libres. Après de nombreuses conquêtes de territoire entre les deux Corées de 1950 à 1953, la guerre de Corée, les deux Corées continuent toujours à être séparées, avec d'un côté la Corée du Sud, grand allié historique des États-Unis, régime démocratique, et de l'autre la Corée du Nord, dont le Parti des travailleurs et l'armée sont les piliers d'un régime ultra-autoritaire dirigé par la dynastie des Kim, avec Kim Il-sung, le fondateur du régime, qui donnera à sa mort le pouvoir à son fils Kim Jong-il jusqu'en 2011, date où son fils Kim Jong-un, le leader actuel de la Corée, prit le pouvoir. Avec sa politique extérieure agressive et ses nombreux attentats envers sa voisine du Sud, la Corée du Nord continue, d'une certaine manière, la guerre de Corée et ainsi sa rivalité légendaire avec la voisine coréenne et ainsi les États-Unis. Ainsi, depuis 2003 et son enlèvement dans le traité de non-prolifération nucléaire, la Corée du Nord ne cesse de développer son programme nucléaire, augmentant de plus en plus sa distance d'attaque. 3 ans plus tard, elle effectue son premier essai nucléaire sur le terrain. Face à cette menace, la Corée du Sud renforce sa défense en augmentant le nombre de bases militaires. En 2009, la Corée du Nord teste, sans succès, un missile longue portée pouvant atteindre les États-Unis. En 2012, de nouveaux essais de missiles sont effectués et en 2017 a été réussi le premier test de missile intercontinental. Ainsi, ces essais sont menaçants pour le reste du monde et plus particulièrement pour les États-Unis. Revenons maintenant en France, où le président Macron a essuyé pendant tout l'été de vives critiques quant à sa communication et son caractère jupitérien. Celui-ci est descendu à 40% d'opinions favorables, notamment à cause de la démission du général De Villiers et de sa déclaration sur le caractère des Français, dont voici quelques images. La France n'est pas un pays réformable. Beaucoup ont essayé, ils n'ont pas réussi. Parce que les Françaises et les Français détestent les réformes. Dès qu'on peut éviter les réformes, on ne les fait pas. C'est un peuple qui déteste cela. Il faut lui expliquer où on va, et il faut lui proposer de se transformer en profondeur. Celui-ci décide ainsi pour sa rentrée de changer sa communication en bannissant les précédentes règles qui s'étaient imposées, comme sur le fait de ne pas répondre à une question politique intérieure à l'étranger, ce qu'il a fait longuement le mercredi 23 août en Autriche. Il a également décidé d'être interviewé une ou plusieurs fois par mois
ce qu'il a fait le 31 août dans une longue interview à l'hebdomadaire Le Point, rompant ainsi avec son silence présidentiel de ces derniers mois. Le président met également au premier plan de ses préoccupations les questions de la réforme du Code du travail, mais aussi de la réforme de la directive sur les travailleurs détachés, objet de son récent voyage en Europe de l'Est, et la question des universités, où celui-ci a déclaré vouloir en finir avec le tirage au sort à l'entrée de celle-ci, suite à l'essoufflement de la célèbre plateforme Admission Post-Bac, où, nous vous le rappelons, un très grand nombre de bacheliers n'avaient pas pu finalement accéder à une université en juin dernier. Le ministère de l'Éducation a d'ailleurs annoncé une réforme d'APB dès la rentrée 2018. À présent, nous désirons vous parler du principe des ordonnances qui ont donné à M. Emmanuel Macron la réputation jupitérienne dont nous vous parlions il y a quelques instants, nourrie par l'opinion populaire et par l'opposition. Pour ce faire, nous accueillons sur notre plateau Manuel Aymar, chercheur en politique à Sciences Po. Bonjour Manuel. Alors, on parle souvent des ordonnances, mais qu'est-ce que c'est une ordonnance? Alors une ordonnance est une sorte de petite loi que le gouvernement peut promulguer sans passer par le processus parlementaire habituel, souvent pour aller plus vite. Mais dans l'état démocratique où nous sommes, l'exécutif peut donc créer des lois sans l'accord du pouvoir législatif. Eh bien, ce n'est pas tout à fait ça. Le Parlement a tout de même son mot à dire sur les ordonnances que le gouvernement, prend. En effet, le Parlement doit habiliter grâce à une loi le gouvernement à prendre des ordonnances sur un thème précis. Puis, une fois actée, le Conseil des ministres crée l'ordonnance, qui est signée ensuite par le président pour une mise en vigueur immédiate. Et c'est tout ce que le Parlement a à dire? Mais non. Après sa mise en vigueur, celle-ci est proposée devant le Parlement, qui la vote, et si elle passe, elle devient ainsi une loi, ou, à l'inverse, si elle est rejetée, elle est annulée. Merci beaucoup, Monsieur Aymar, pour ces informations qui ont été utiles pour nous faire comprendre ce qu'était une ordonnance. Je vous en prie. Accueillons maintenant sur notre plateau Virginie Cellier, notre journaliste Net Économie, qui va nous dire quelques mots sur la taxe YouTube et Netflix. Bonjour Virginie. Bonjour Benoît. Et oui, en effet, c'est une petite révolution. Les plateformes de vidéos en ligne vont être soumises à une nouvelle taxe très bientôt. Ces taxes avaient été votées au Parlement français en 2014 pour Netflix, en 2016 pour YouTube, mais il fallait que le tout soit validé par le Parlement européen. Ça y est, c'est fait. Ces taxes entreront en vigueur au 1er janvier 2018. En fait, qui ça va toucher? On a parlé de Netflix, on a parlé de YouTube, mais ça va toucher toutes les plateformes de vidéos en ligne qui sont hébergées à l'étranger, y compris toutes les vidéos X, en l'occurrence les sites Pornhub ou YouPorn, qui, pour le moment, ne payaient aucun impôt en France alors qu'elles y réalisent des chiffres d'affaires considérables. Les plateformes de vidéos seront donc désormais taxées à 2%. Combien cette taxe rapportera à l'État? Eh bien, on ne le sait pas encore, tout simplement parce que ces plateformes n'ont pas l'habitude de communiquer leurs chiffres. On ignore donc combien elles gagnent en France. Un indice toutefois, YouTube en 2015, c'était 31 millions de visiteurs uniques, un chiffre qui a sans doute augmenté depuis, puisque vous le savez, YouTube est devenu vraiment le média principal qui est consulté par la nouvelle génération, qui a complètement déserté les médias classiques. Mais je ne comprends même pas bien à quoi va servir cet argent. Eh bien, cet argent, il va servir à financer la création. Vous connaissez le système français. En fait, tous les diffuseurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles contribuent à la création de ces œuvres-là. Ce sera le cas maintenant de Netflix et YouTube, entre autres, au même régime que les salles de cinéma, les chaînes de télévision, Internet, les services de vidéo à la demande. Merci beaucoup Virginie pour ces quelques explications. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cette édition du JT de Benoît Média. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube et liker la page Facebook. Merci.